Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors pour commencer, vous avez pu voir ma précédente vidéo, c'est un petit zapping. Je pense qu'aujourd'hui, vu que les choses vont très très vite et que parfois nous avons des vidéos qui sont intéressantes à analyser, qui sont intéressantes à voir sur internet, mais qui des fois disparaissent, je vais essayer comme ça de capter un certain nombre de vidéos pour vous montrer un petit peu les tendances. Si vous n'êtes pas un habitué des réseaux sociaux, si vous n'êtes pas accro des Twitter, etc., eh bien des fois il y a certaines petites vidéos qui circulent sur ces réseaux sociaux qui sont intéressantes à voir et qui sont un petit peu le reflet finalement de ce que l'on peut aujourd'hui voir et constater tant sur le plan économique, financier, politique, géopolitique que aussi sociologique. Parce que il est quand même intéressant de voir parfois des gens qui font des vidéos, mais par leurs vidéos, on sent bien que ça transpire un petit peu un niveau intellectuel pas très engageant, on va dire. Donc voilà, ça sera des petits zappings que je ferai comme ça de temps en temps, incrémentant aussi bien des choses sérieuses, des choses dramatiques, etc. Et on va commencer par, je vais juste vous passer quelques extraits de cette vidéo que vous voyez ici pour commencer. Cette vidéo a été tournée lors d'une manifestation qui a eu lieu à Berlin contre les nouvelles consignes de restriction suite à l'augmentation évidemment de la pandémie. Alors, ces images, elles sont, je trouve que elles sont dramatiques. Elles sont dramatiques. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement des Berlinois qui manifestent juste à côté de la fameuse porte de Brandebourg, qui est quand même assez symbolique, on va dire, historiquement parlant, pour la capitale allemande. Mais c'est ces Berlinois. Les images sont dramatiques. Pourquoi? Elles sont dramatiques parce que tout d'un coup, on voit sur des visages, pas seulement les visages de gens qui sont dans une manifestation qui est réprimée par la police, réprimée par l'usage de canons à eau, mais ces visages sont ceux de gens qui pendant des années ont cru vivre une nouvelle liberté finalement. Ont cru vivre dans un pays qui avait recouvré, après des décennies de joutes communistes, de séparation, de conflits, de menaces, de la guerre froide, ont retrouvé finalement la liberté. De cette liberté est née évidemment une culture très progressiste dans la capitale allemande, ultralibérale aussi. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que Berlin est aujourd'hui réputée pour être une ville d'art et de culture essentielle européenne, bien au-delà d'ailleurs que ne peut l'être Paris aujourd'hui ou d'autres capitales européennes. Aujourd'hui, Berlin est en effet connu pour être une ville véritablement artistique, progressiste, aussi bien sur le plan social que dans les mentalités. Et voilà, aujourd'hui, c'est ces Allemands qui sont complètement dépités parce que finalement, au fond d'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont aussi responsables. Ils sont responsables de par le déni, ils sont responsables par l'aveuglement, ils sont responsables par la contribution qu'ils ont amenée, qu'ils ont entamée, qu'ils ont cultivée aussi dans cette société, et plus particulièrement dans la capitale allemande, de gens qui finalement se sont laissés aller justement à la facilité et tout d'un coup se retrouvent confrontés à une réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir, il n'est plus entre les mains du peuple, le pouvoir, il est entre les mains d'un gouvernement qui est à la solde de la finance, qui est à la solde de l'Union européenne, de la Commission européenne et tout. C'est-à-dire qu'on a franchement l'impression que ces Allemands sont en train tout simplement de se prendre une claque dans la figure. Donc c'est pour ça que ces images sont très intéressantes. Parce que tout d'un coup, on se rend compte que les Allemands sont en face d'une réalité qui les exaspère et je dirais même les attriste. Parce que finalement, ils sont en train de se retrouver dans la même situation que dans les années 20, c'est-à-dire avoir finalement été complices d'avoir laissé faire, d'avoir laissé aller une politique, d'avoir laissé aller une hégémonie, d'avoir laissé faire une sorte de politique ultralibérale qui aujourd'hui
bien, amène une partie de l'Allemagne à revenir à des sentiments qu'on croyait pourtant révolus, qui sont des sentiments de nationalisme, évidemment, de populisme. Je pense particulièrement à l'AfD, qui est le parti aujourd'hui montant en Allemagne. Le fait est aussi, c'est qu'il y a aussi un historique on s'est bien caché dans les médias de rendre compte, qui est que l'ancienne Allemagne de l'Est a quand même été bien dépouillée de ses structures, de ses industries, de ses entreprises, si bien qu'on a vraiment laissé ces anciens ex-allemands de l'Est se prendre le capitalisme en pleine figure, n'en comprenant pas trop les codes, n'en comprenant pas trop les subtilités, et beaucoup d'Allemands de l'Est, de l'ex en Allemagne de l'Est, hein, on s'entend bien. Alors pas tous, hein, il y en a certains qui ont quand même tiré bien profit de la situation et ont bien compris les rouages du fonctionnement du capitalisme, mais malheureusement tous les pans de la société allemande, de la petite classe moyenne, de la classe ouvrière, de la classe laborieuse, etc., eh bien, s'est retrouvé véritablement en short. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus d'État-providence, il n'y avait plus d'État pour subvenir à leurs besoins. Là, il fallait se battre dans une société ultralibérale, une société capitaliste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Allemagne, il va falloir la regarder d'un peu plus près, parce que je pense qu'il va y avoir des mouvements qui vont se développer de plus en plus. Et au vu de l'état de l'Union européenne aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui l'état de la France comparé aujourd'hui à l'état de l'Allemagne, les deux piliers aujourd'hui de l'Union européenne deviennent véritablement malades et compromettent même l'existence de l'Union européenne. Donc l'Allemagne, à suivre, parce que je pense qu'il va y avoir un certain nombre de mouvements non négligeables à rendre compte pour comprendre l'évolution à l'échelle européenne de la situation, tant sur le plan économique, politique, mais aussi par rapport à la pandémie. Autre petite info également, très rapidement, je vais vous mettre ici un petit résumé global de ce qui est à l'heure actuelle la situation vis-à-vis des vaccins. Aujourd'hui, 3 vaccins sont donc en lice pour être potentiellement mis sur le marché, une fois qu'évidemment les services sanitaires auront donné les certifications et la validation de l'usage de ces vaccins. Sauf que vous avez pu voir dans ma vidéo précédente un petit extrait d'une intervention sur RTL où une personne admettait très clairement que ceux qui seront peut-être vaccinés en priorité, ce sont les personnes les plus faibles, tout simplement pour tester les effets secondaires, tout simplement parce qu'elle le dit sans le dire, hein, finalement, c'est que 2 mois de test, c'est trop peu. C'est trop peu pour éliminer les risques. Et donc, très clairement, cette dame, alors j'espère que vous avez vu cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris la subtilité des propos, c'est-à-dire qu'on est dans une phase d'acceptation, de prise de risque, tout simplement qui se traduit par sacrifice. C'est-à-dire qu'on va sacrifier des gens pour se servir comme limite, comme cobaye, pour voir, peaufiner, on va dire, les analyses, peaufiner les contre-indications de ces vaccins. Donc, encore une fois de plus, affaire à suivre, parce que je pense qu'on n'a pas fini encore d'en entendre parler sur ces fameux vaccins qui, je le rappelle, pour l'instant, ne devraient être mis en route qu'à partir du printemps 2021. Et enfin, je voudrais revenir sur une information qui est passée un petit peu en dessous des radars des médias mainstream. Je vais vous parler du RECP. Alors, c'est quoi le RECP ? C'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger dans l'évolution de l'économie internationale. C'est le Regional Comprehensive Economic Partnership. Alors, c'est un accord qui a été signé entre différents pays, et non des moindres, puisqu'en réalité, la signature a eu lieu à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, avec les tenants de l'ASEAN, c'est-à-dire l'Association Southeast Asian Nation, qui a été créée en 1967 et qui regroupe donc une dizaine de pays, essentiellement d'Asie du Sud-Est. Alors, ces pays, c'est l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Brunei, Cambodge, Birmanie et Laos. Donc, ces ensembles de pays, ce sont donc
depuis très très longtemps, d'ailleurs accordé sur des échanges ou sur des accords d'échanges économiques pour évidemment s'entraider à développer leur pays. Ça n'a pas été sans mal, hein, puisque quand même depuis 1967, la Birmanie a quand même été un pays qui a été régi par un régime militaire. Et donc ce RECP va donc élargir en fait la coordination du développement tant économique mais aussi plus ou moins géopolitique, et vous allez comprendre pourquoi, intégrant donc la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est donc durant le 37e sommet de l'ASEAN que cet accord a été entériné. Alors cet accord, il faut savoir qu'il est en négociation, il était en travail depuis de nombreuses années maintenant, depuis d'ailleurs 2012, et cet accord est très important. Pourquoi? Parce qu'il va dessiner les contours de ce que sera le siècle asiatique, parce que l'intention est bien réelle de faire du 21e siècle le siècle asiatique. Et donc, cet accord, en fait, va permettre donc un ensemble de travail entre ces différents pays, comme nous le connaissons avec l'Union européenne, par exemple. C'est-à-dire que cet accord pourra, à terme, de par des négociations, de par des évolutions, etc., peut-être amener l'ensemble de ces pays peut-être à se coordonner pour une création douanière, une création d'entités économiques d'échange et d'harmonisation. Et vous allez vous comprendre très très rapidement pourquoi, voire même peut-être, pourquoi pas, mettre en place une monnaie unique. Ça, c'est tout à fait, ça fait partie de l'évolution même des choses. Alors, il faut savoir que les liens de ce RECP va s'établir avec d'autres organismes déjà existants à l'échelle locale, puisque il y aura déjà des liens possibles avec l'IRB. Alors l'IRB, assez particulier, pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, c'est un accord avec les pays d'Asie du Sud-Est. Or, il n'y a pas l'Inde dans ce consortium. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Inde a peut-être des éléments un petit peu divergents, a des intérêts un peu divergents, néanmoins restera quand même un partenaire de cette entité par l'intermédiaire d'un certain nombre d'organismes, dont l'IRB, qui est l'India... je ne me souviens plus de la dénomination de cet organisme. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai là. Évidemment, des liens avec certains accords qui existent déjà, ne serait-ce que par exemple avec la Chine et l'Union européenne, avec l'OCS, les BRICS et l'AIIB. Dois-je vous rappeler ce que veut dire BRICS? BRICS, c'est tout simplement Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, donc Afrique du Sud. C'est cette fameuse entité qui avait été créée au moment où les relations étaient extrêmement tendues entre un certain nombre de pays, dont la Russie, avec les Occidentaux, à partir des années 2010, à partir de 2011-2012, et dont le point culminant a été évidemment la guerre en Syrie, puisque la guerre en Syrie, déjà avant même, je dirais, avec l'Ukraine, puisque là, se sont vraiment opposés deux parties sur les positionnements géopolitiques et stratégiques par rapport à ces événements. Vous avez, alors la IIB, c'est l'Asian Investment Bank, qui est évidemment l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le FMI occidental, si vous préférez. Et donc, en fait, tout ce RECP, avec toutes les ramifications et les liens et accords qui aujourd'hui existent par l'intermédiaire des pays membres donc de ce fameux RECP, eh bien, ça regroupe presque 106 pays. Alors, évidemment, le RECP qui est débattu, donc je vous l'ai dit, depuis 2012, va donc permettre la facilité au niveau douanière, et surtout, et c'est là que c'est très important, va essayer d'oblitérer les conflits d'intérêts qu'il y a en matière d'import-export entre les 15 pays qui ont signé donc cet accord RECP. C'est-à-dire que les différentes spécificités
ou les contraintes culturelles de chaque pays, on va essayer tout simplement de trouver des justes compromis de telle manière à faciliter les échanges. Alors, ce qui est surtout très intéressant, c'est surtout une voie naturelle d'alliance économique et politique sur le développement de la nouvelle route de la soie. Car voilà en fait l'essentiel, c'est-à-dire que le RECP, plus ou moins on va le dire, a été insufflé, on va dire, par la Chine pour donner tous les avantages de cette fameuse nouvelle route de la soie. Alors la nouvelle route de la soie, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le rappelle, c'est tout simplement ce fameux grand projet qui permet de relier l'Asie à l'Europe, c'est-à-dire de développer un lien de communication rapide, puisque pour l'instant, évidemment, on peut faire des transports entre la Chine et l'Europe, sauf qu'évidemment, on traverse une multitude de pays et chaque pays n'a pas forcément les infrastructures, n'a pas forcément les moyens de développer, de construire des grandes autoroutes, des grandes infrastructures pour permettre de gagner beaucoup plus en rapidité, beaucoup plus en distance les trajets. Donc c'est un projet considérable qui permettrait de développer justement une infrastructure de communication à la hauteur des ambitions économiques de chaque partie. Alors vous comprenez bien pourquoi. En Europe, aujourd'hui, c'est une guerre fondamentale entre les européistes de l'Union européenne qui sont des pro-américains et qui veulent préserver l'hégémonie américaine pour l'intérêt économique américain. Et puis de l'autre, vous avez aujourd'hui ces gens qui se disent mais les Américains sont bien gentils, mais leur problème c'est qu'ils ont une politique hégémonique qui ne nous plaît pas. En revanche, nous avons beaucoup plus d'intérêt peut-être à travailler avec l'Est, avec la Russie, avec la Chine, et de ce fait avec l'ensemble de ces pays sud-asiatiques. Donc oui, là, on est en face de quelque chose qui est un point culminant, on va dire, dans l'évolution de ce que pourra être les échanges économiques à venir. Et on comprend que ça dérange les mondialistes qui, je le rappelle, eux, veulent une hégémonie mondiale unipolaire et ne sont pas du tout propices à voir mettre en place justement ces échanges entre deux empires économiques que sont les empires européens et les empires asiatiques, avec tout évidemment les ramifications d'autres pays, car on peut envisager et imaginer à l'avenir aussi étendre ses intérêts économiques avec l'Afrique, en passant par le Moyen-Orient. Et là encore, une fois de plus, le Moyen-Orient devant être un petit peu pacifié pour faciliter les outils de communication. Donc évidemment, c'est un projet qui est très mal vu par Washington, qui est très mal vu par les occidentaux pro-américains, qui finalement fait un camouflet considérable vis-à-vis d'un autre traité, ou d'un accord qui était en cours et qui, je crois, a été mis en place en 2017, qui avait été investi par Obama, mais qui était, on va dire, le bras armé économique de l'OTAN, qui était le TTP, de 2017, et donc ce TTP aujourd'hui se fait un petit peu clasher, se fait un petit peu doubler, on va dire, par finalement la volonté sud-asiatique et plus particulièrement chinoise, parce que disons-le carrément, c'est bien la Chine qui aujourd'hui dicte un petit peu les nouvelles règles économiques dans cette région du monde. Et donc le RECP va améliorer les partenariats sur l'amélioration et l'optimisation des voies de communication, donc la route de la soie étant aujourd'hui le maillon essentiel de ces améliorations. Alors le possible, en effet, perdant dans cette histoire, c'est l'Inde, puisque, comme je vous l'ai dit, l'Inde n'a pas trouvé d'intérêt, et peut-être aussi qu'il y a aussi des influences sur le plan politique en Inde, du fait qu'aujourd'hui l'Inde fait partie du Commonwealth, et je crois, rectifiez-moi, mais je crois me souvenir que l'Inde fait partie du Commonwealth,
et donc est un partenaire essentiel et voire même important pour la Grande-Bretagne, et qui dit Grande-Bretagne dit anglo-saxon, dit américain, hein, je veux dire, même si certains, comme je le répète encore souvent, n'aiment pas trop voir cette assimilation des Américains comme étant des anglo-saxons, alors qu'en réalité, les Américains ont bien une origine culturelle anglo-saxonne. Donc on a quand même une insistance du fait que, de par ce RECP, le président Xi chinois a bien insisté sur le fait que aucune porte n'est fermée et que, au contraire, le RECP va sans doute et aura cet intérêt d'être complémentaire au fameux OCS. L'OCS, je rappelle, c'est l'Organisation de coopérative de Shanghai. C'est-à-dire que c'est un accord coopératif géopolitique qui a été signé entre différents partenaires, dont la Russie et l'Inde. Donc, encore une fois de plus, si les liens sont faits entre ce groupement de pays, de ces 15 pays, sur un projet, sur aujourd'hui un projet qui devient concret, hein, puisque c'est un accord qui a été signé, le RECP, si le RECP vient en complémentarité de l'OCS, et bien là vous comprendrez pourquoi bien à Washington, comprendrez pourquoi à Bruxelles, et bien ça secoue un petit peu, ça remue un petit peu dans les brancards, parce que là évidemment on est dans une avancée très claire de la construction d'une entité économique régionale à l'échelle mondiale, avec lequel eh bien on va être obligé de travailler. On va être obligé de travailler, on va être obligé d'avoir des relations, être obligé de trouver des compromis, être obligé de trouver des consensus, on va dire. Et si l'on se souvient donc de la volonté aujourd'hui des Occidentaux de contribuer, de participer, de mettre en place ce fameux monde unipolaire, qu'on appelle plus vulgairement d'ailleurs le nouvel ordre mondial, eh bien là, très clairement, cette avancée, cet accord qui a été signé à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, eh bien c'est une épine dans le pied. C'est une épine dans le pied parce que c'est voilà, le pied dans le plat, on va dire, d'une volonté de ne pas laisser les Occidentaux prendre les commandes de l'économie mondiale. Donc là, on a donc une entité, une nouvelle entité économique régionale avec laquelle il va falloir jouer. Alors évidemment, il va y avoir des compromissions, hein. Vous en avez certains qui déjà trouvent ça très intéressant parce que ça va faciliter le commerce, ça va faciliter les échanges avec les pays d'Asie du Sud-Est. D'autres, évidemment, là plutôt plus bureaucratiques, plus technocratiques, plus politiques, sont évidemment contre cette idée, contre ce projet. Donc, souvenez-vous bien de cet accord, parce que je pense qu'il va avoir à un moment donné des ramifications à moyen terme, voire même peut-être avec la pandémie, quand la pandémie sera peut-être un peu plus maîtrisée et qu'on pourra enfin relancer un petit peu l'économie. Le premier écueil étant évidemment le fameux Grand Reset. Le Grand Reset qui là va se trouver confronté à un mur, c'est-à-dire que pour faire accepter le Grand Reset, eh bien ce Grand Reset, il va falloir qu'il soumette ce fameux RECP. Ce qui n'est pas gagné, puisque je rappelle que pour l'instant, le Grand Reset, qu'on dit que c'est une réinitialisation de l'économie mondiale, en réalité c'est une réinitialisation de l'économie occidentale. Car les autres pays, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, que ce soit la Russie, la Chine, etc., pour l'instant, ils n'ont pas donné leur aval. Ils pourront éventuellement être des acteurs de ce Grand Reset, mais pas sans en perdre leur souveraineté, pas sans en perdre leurs intérêts. Mais donc évidemment, le problème c'est que qui va payer la facture, qui va finalement en prendre plein la gueule?
c'est les Occidentaux, c'est-à-dire c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est peut-être aussi les pays latino-américains, les pays peut-être aussi de l'Est, peut-être pas forcément le Moyen-Orient, parce que bon, Moyen-Orient, ça reste très limité en matière de développement, si ce n'est des développements virtuels. Ce que j'appelle les développements virtuels, c'est les développements technologiques, hein, les grandes technologies, les hautes technologies, les nouvelles technologies, mais le problème c'est que ça, c'est des marchés qui restent pour l'instant je ne sais plus, j'ai oublié le mot, en résumé assez virtuel, c'est-à-dire que voilà, on développe énormément de technologies, mais pour l'instant les marchés restent relativement faibles, relativement limités, parce que il faut de l'argent pour mettre en place, pour développer ces nouvelles technologies. Donc voilà, je pense que savoir que cet accord a été signé récemment, c'est important parce que ça va rentrer en ligne de cause dans l'avenir des développements, l'avenir des négociations, l'avenir des échanges internationaux sur le plan économique, voire même des conséquences aussi géopolitiques, puisque je rappelle, hein, le RECP s'est affilié à d'autres organisations beaucoup plus axées sur des résolutions, des capacités d'harmonisation, de coordination géopolitique. Donc forcément, les deux sont liés, hein, par l'intermédiaire de certains acteurs de ce RECP. Ce qui est très intéressant, et je vais terminer là-dessus, c'est le fait que l'Australie et la Nouvelle-Zélande soient rentrés dans ce RECP, alors que ce sont quand même deux pays du Commonwealth, deux pays, comme je l'avais dit, avec l'Inde. Mais il semblerait bien que l'Australie et la Nouvelle-Zélande aujourd'hui ont décidé de la jouer quand même cavalier seul, c'est-à-dire de plutôt aller chercher l'intérêt par rapport à des acteurs économiques proches, par rapport à des acteurs économiques régionaux, que de rester fidèle à certains autres acteurs qui sont beaucoup plus loin, mais qui ne sont pas forcément en très bonne santé économique aussi. Donc aujourd'hui, l'Australie et la Nouvelle-Zélande envoient très clairement un message en disant, voilà, nous on préfère jouer maintenant pour l'instant avec nos partenaires locaux, avec nos partenaires régionaux d'Asie du Sud-Est, que de tout miser sur l'Amérique, de tout miser sur l'Amérique, aussi bien le continent que l'Europe. Alors c'est un signe, hein. Moi, personnellement, je trouve que c'est un signe quand même non négligeable, important, parce que ça démontre bien que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont sans doute fait un parti pris de se dire que de toute façon la situation économique, sociale et politique de l'Europe et des États-Unis n'est pas en très bonne forme, on va dire même carrément malade, donc vaut mieux aller jouer sur des cours avec des pays émergents, avec des pays qui ont de la ressource, avec des pays qui ont une ambition de continuer à chercher leur développement économique, que de rester fidèle à des malades finalement, ce qui paraît un petit peu logique. Donc voilà pour cette vidéo, je trouvais que c'était important de vous apporter cette information-là. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur peut-être encore de la thématique, parce que ça n'arrête pas tous les jours, hein. Là je vous ai parlé tout à l'heure des Allemands, mais j'aurais pu parler aussi de vous autres, les Français, qui aujourd'hui en France êtes véritablement pressés comme des citrons, et je pense qu'on y reviendra, parce que la polémique reste toujours, quand est-ce qu'on va rouvrir les commerces, quand est-ce qu'on va rouvrir les théâtres, quand est-ce qu'on va rouvrir les cinémas, là on est dans une situation économique désastreuse. Et je terminerai sur une petite info qui là me touche personnellement. Hier, nous avons reçu, tous les employés de Regal aux États-Unis et certainement du groupe aussi en Grande-Bretagne, le message de notre président directeur général qui nous annonce que ils sont confiants sur l'arrivée de vaccins, et que cette arrivée de vaccins pourra permettre d'optimiser toutes les chances de réouverture dans les délais les plus brefs, mais sans véritablement annoncer la couleur, et très clairement, en fait, le message nous prépare déjà psychologiquement à ne pas entrevoir, ne pas envisager une réouverture avant mars 2021. Je dis bien mars 2021, c'est-à-dire au printemps finalement. Ce qui est tout à fait logique, puisque de toute façon là aux États-Unis,
et on va être obligé d'attendre le mois de janvier pour la passation et l'intronisation de Biden en tant que président des États-Unis. Déjà que ici, la transition se fait de façon très houleuse, hein, avec des résistances, avec des oppositions, etc. Pour ceux qui croient que Trump peut encore l'emporter, je vais calmer tout de suite vos ardeurs, même si de toute façon, aujourd'hui, on voit circuler apparemment des informations qui diraient qu'il y aurait 20 millions de votes frauduleux au total. C'est une fake news, c'est une fausse information, puisque si on additionne à peu près tous les votes qui aujourd'hui sont décrétés ou déclarés ou reconnus en tant que votes frauduleux, on arrive à peine à 1 million de fraudes. Donc voilà, attention, ce chiffre de 20 millions qui circule est complètement faux, hein. C'est pas du tout réaliste, mais voilà, on est dans un conflit idéologique, donc évidemment là les fake news, les fausses informations, pour essayer de donner l'illusion ou faire croire qu'on va trouver la solution miracle pour sauver finalement Donald Trump de sa position, tout ça. Soyons bien clairs, de toute façon, il y a une telle haine, il y a une telle volonté que Trump dégage, que ce soit au niveau des États-Unis, au niveau de l'État profond, que même au niveau de la communauté internationale. Donc de toute façon, même s'il y avait, en réalité, s'il y avait véritablement 20 millions de fraudes dans l'élection américaine, ça ne changerait pas grand-chose, hein, de toute façon, qu'on soit bien clair sur la question. Par contre, en revanche, une fois que Biden sera intronisé, une fois que Biden sera dans la Maison-Blanche, c'est là qu'il va falloir commencer un petit peu à regarder, parce que je pense qu'on va pas finir de rigoler 2 minutes. Rigoler en sens évidemment caricatural du terme, et donc dans ce fait, à suivre, je pense, avec la Covid qui est en train de remonter ici aux États-Unis. On a appris hier, par exemple, que la Californie va sans doute refermer ou mettre des astreintes ou des contraintes supplémentaires pour les restaurants et les bars, et déjà, ça commence déjà un petit peu à manifester. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que la manifestation qui a eu lieu, je ne sais plus, près de Beach, quelque chose. Les médias américains présentaient des vidéos comme si on avait l'impression qu'ils étaient des centaines et des centaines de personnes en train de manifester, alors qu'en réalité, ils étaient très peu, ils étaient quoi, ouais, à peine une centaine, même pas une centaine de personnes. Et en plus de ça, c'était majoritairement des personnes avec pas mal de drapeaux Trump, etc. Donc voilà, la crédibilité n'est pas très assurée sur ce coup-là. Mais oui, aux États-Unis, on s'attend à ce qu'il y ait de nouveau des décisions lockdown dans certains États et surtout dans les grandes métropoles comme New York. Alors je ne sais pas si vous avez vu des vidéos récentes de New York, c'est assez dramatique. J'essaierai peut-être dans un zapping de vous mettre quelques images, mais je crois qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire de cette ville des situations pareilles, des rues entières où tous les magasins ont fermé. Enfin, c'est assez dramatique sur le plan économique. Enfin, tout ça, ça nous promet beaucoup de choses pour des futures vidéos. Donc d'ici là, portez-vous bien.